Alors aujourd'hui, oui, bienvenue, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire le capture de flag Fuse. Putain, je déteste quand les youtubeurs là, ils commencent à faire leur mariole. Tu sais, dès qu'ils lancent leur vidéo là, ils t'appellent mon ami alors qu'on se connaît même pas, tu vois. Je vais pas t'appeler mon ami, je vais t'appeler disciple. Donc bienvenue mes disciples, bienvenue dans la secte du hacking. Aujourd'hui, on va se faire Fuse, donc c'est une machine hack the box. Je serai en double écran. Donc j'espère que ça va marcher. On est parti. On va voir un petit peu comment ça se passe. On va apprendre plein de choses. Elle est plutôt technique. Je vais pas vous mentir, hein, j'en ai pas mal chié. Mais c'était super intéressant. Du coup, j'ai appris plein de trucs et bah, j'espère que vous en ferez autant. Donc on va se lancer un petit Firefox des familles. On va aller sur Hack the Box. Si vous en avez pas, vous créez un compte. Petit rappel. On va se lancer un petit terminal des familles. Hop. Voilà, donc NoFunks. Donc pour rappel, si vous n'avez pas de parrot ou de Kali ni Linux en double démarrage sur votre machine ou en VM, en machine virtualisée, vous pouvez utiliser la version bêta. Et apparemment, il y a une VM qui est offerte directement. Vous vous connectez à la VM et vous attaquez leur machine à partir de la VM. Apparemment, c'est un Parrot. Donc, bah, c'est celui que j'utilise, un Parrot OS Security. Ça ressemble furieusement à un Kali, mais moi personnellement je le préfère. Donc là, il y a eu une nouvelle version d'OpenVPN. Petit rappel, là on va aller attaquer une machine qui est dans All. Donc c'est pas le Release Arena Access Detail qu'il vous faut, c'est le hack the box lab access detail. Donc là je régénère mon petit script, je le sauvegarde. Voilà, en principe je crois qu'il me l'a déjà pris. Pourquoi il me le fait deux fois? Ok. Donc on va aller dans téléchargement. On va lancer la connexion VPN. Et merde, ça commence bien. Ok, et on voit qu'on a un saltimbanque OpenVPN, donc on va effacer les anciens. Sudo rm saltimbanque OpenVPN et saltimbanque 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le 2, on va le renommer, on va l'appeler Saltin, sudo mv, on va l'appeler Saltin, htb, parce que j'attaque plusieurs machines sur plusieurs sites différents, ça me permettra moi de m'y retrouver. Après, vous mettez votre nom, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Ok, là on lance le script, sudo open vpn avec mon saltin. Ok, donc ça c'est la connexion. Vous la fermez pas, vous réduisez. Si vous la fermez, vous êtes plus sur le VPN. Là on rafraîchit, on va vérifier on est bien connecté sur le port lit 1337, on est bon. Donc la machine qui nous intéresse aujourd'hui, on va aller dans All. Elle a été retirée récemment. Elle s'appelle Fuse. Ouais, si tu veux bien. Donc, Retail. Là, vous allez tout en bas. Et on se chope Fuse. Donc, c'est une machine Windows, entreprise. On va faire de l'énumération. Donc, vous apprendrez à pirater en fait des DC, des contrôleurs de domaine, via l'Active Directory, donc qui gère en entreprise les domaines, les sous-domaines d'une entreprise. Forcément, les ordinateurs sont reliés entre eux par des contrôleurs de domaine et des sous-domaines, et tout ça forme ce qu'on appelle la forêt, qui fait partie donc de l'annuaire, le LDAP, l'annuaire Microsoft et de l'Active Directory qui permet de connecter toutes ces machines ensemble. Je vais très très vite, si vous voulez plus d'informations, allez sur Wiki. Donc en effet, c'est un scénario plutôt assez réaliste puisqu'on va attaquer un serveur d'impression d'une imprimante plus précisément, et on va utiliser de trouver des failles publiques, des CVE,
pour exécuter du code arbitraire et pour prendre le contrôle et passer administrateur du contrôleur de domaine. À partir de là, comme d'habitude, on sera le dieu dans la machine. On pourra faire ce qu'on veut. Donc déjà, on va attaquer, on va scanner, énumération, on va énumérer tous les ports, voir un petit peu ce qui s'y passe et quel est le type de machine et tout ça, comme d'hab. Ça c'est classique, j'ai envie de dire. Commencer à connaître un petit peu. Donc, je vais prendre cette commande, ouais. Donc on va se faire un petit nmap classique. Donc pour rappel, la machine c'est du SC pour tous les paramètres, hein, ça c'est verbeux. Je mets des paramètres personnalisés pour que ça aille plus vite, parce que si on doit scanner les 1000 ports ou les 65 000 ports de la machine, ça va être un bordel monstre. Et là, je vais utiliser un script. Donc pareil, allez taper nmap, apprenez comment utiliser les scripts, comment utiliser les paramètres, ça pourra vous faire gagner un temps considérable et avoir beaucoup plus d'informations que si vous aviez tapé uniquement nmap 1010 193, qui est l'adresse IP de la machine qu'on va attaquer aujourd'hui. Ah, la grosse brêle. Et ça se dit hacker. Ok. Pourquoi il veut pas le script? Ok. Donc j'ai dû changer de répertoire mes scripts. Ouais, apparemment ouais. Donc ok, ça va prendre un peu de temps. Je vais vous faire un petit speech en attendant qu'il découvre tous les ports qui sont ouverts. Donc comme je vous disais, Fuse, on va apprendre pas mal de choses, ça va être assez intéressant. Donc concrètement, je vais vous faire un petit synopsis. C'est une difficulté moyenne, enfin qui peut être très élevée pour un débutant. J'en ai pas mal fait, j'ai dû passer 3h30 à attaquer la machine. Là, je vais essayer de vous le faire en 45 minutes. Concrètement, on va énumérer donc les ports, les services qui tournent sur cette machine. Comme je vous disais, on va se rendre compte qu'il y a du Kerberos, donc le principe de jeton qui permet d'authentifier en fait un client et de le connecter via un AS, un serveur d'authentification au service. On va pouvoir pirater le KDC qui permet de gérer les tokens Kerberos. On va voir qu'il y aura du LDAP, donc service d'annuaire, de l'Active Directory. Et en fait, on va pouvoir se connecter à un serveur d'impression qui permet à une imprimante reliée en réseau à plusieurs utilisateurs en fait d'utiliser une imprimante. Et on se rend compte qu'il y a une application, un serveur applicatif qui gère cette imprimante et on va pouvoir récupérer grosso modo des utilisateurs et des mots de passe. On va voir, on va faire une attaque qui s'appelle la spray attack, password spray attack, et on va essayer d'identifier en fait les différents domaines qui sont utilisés par ce serveur et par cette société. Ensuite, on utilisera peut-être l'API, donc l'interface de programmation Windows. On va détourner les outils qui sont utilisés en entreprise par les administrateurs système pour nous pouvoir nous authentifier et voir un peu ce qu'on pourra faire. Ensuite, on va énumérer en fait les différentes imprimantes. On va voir essayer de trouver en fait les imprimantes qui nous concernent et qui nous intéressent, voir si on peut pas s'y connecter et on va utiliser WinRM, surtout Evil WinRM, qui est un outil qui permet en fait d'ouvrir un shell sur la machine et de pouvoir exécuter du code arbitraire, donc qui est pas voulu par l'administrateur. Et on va ensuite faire une empreinte, donc un foothold, pour voir un petit peu si on peut pas peut-être charger un driver, donc un pilote pour l'imprimante malicieux. Et je vais vous montrer comment on peut insérer un virus dans un driver, dans un pilote. Et on va demander à l'imprimante, bien sûr, de charger si elle a les droits. Si nous avons les droits, on va voir comment se les octroyer. Et on va faire charger le driver. Et le driver, en fait, va nous permettre de faire une escalade de privilèges. Donc ça va vous apprendre en fait une connaissance basique de Windows, surtout en entreprise, puisque forcément quand vous avez un ordinateur chez vous Windows, vous utilisez rarement l'Active Directory ou le service d'annuaire, LDAP. On va voir comment ça marche, les imprimantes en réseau, comment on peut modifier les drivers. On va voir comment on peut remettre à zéro les mots de passe expirés pour certains comptes utilisateurs qui sont connectés au contrôleur de domaine. On va voir comment on peut abuser d'un privilège
qui s'appelle le Silo Driver, qui permet en fait à une machine de charger dans le noyau un driver, un pilote. Et en effet, ça peut être une faille majeure, puisque si le pilote est vérolé, eh ben, on va pouvoir accéder au kernel. Pour rappel, le kernel, c'est le noyau. Ça va être assez violent. Donc là, juste, je vais arrêter parce que ça met 50 minutes. Ah, c'est presque fini. Ok. Et ensuite, on va voir donc l'attaque du password Spring. Donc là, on va scanner les ports. Vous allez voir que. Voilà. Donc, remontons. Revenons aux bases. Donc, reconnaissance, première phase, tout le temps ce que vous devez faire sur une machine. On voit que la machine, elle s'appelle Fuse HTB. Qu'il y a donc 65 518 ports qui sont filtrés, mais on a quelques-uns d'ouverts. On a le 53 sur TCP, donc ça c'est permet de résoudre le serveur DNS. On a un port visiblement un serveur web qui c'est du Microsoft 2IS sur le port 80 classique. On voit qu'il y a des méthodes qu'on pourrait éventuellement exploiter, donc du option, du trace, du get, du head, du post. Mais nous, on va se focaliser sur le LDAP. Premier, donc on voit bien qu'on a du Windows Active Directory. Très intéressant. Nmap nous donne le nom de domaine. Là, on voit en l'occurrence que c'est fabrica.local. Donc on voit que c'est mappé sur le port 389. On voit également qu'il y a un deuxième service qui tourne, toujours LDAP, sur le port 3268. Donc ça doit être un port de secours pour se connecter en cas de problème s'il y a une défense sur le premier. On voit également, c'est le même domaine, c'est fabricorp.local. Ensuite, on voit qu'on a du RPC, ça peut être utile. Pour rappel, le RPC, ça permet d'invoquer des fonctions à distance entre un client et une machine. Essentiellement, c'est utilisé, ça permettait en fait, via l'interface de programmation Windows, que des utilisateurs système, notamment des administrateurs, puissent, à partir de leur machine Linux, macOS ou Unix, pouvoir administrer des serveurs Windows. Donc nous, on va pouvoir faire des appels distants via RPC et ça va peut-être nous servir. Ensuite, on voit que c'est du Windows Server 2016, donc intéressant, vu qu'il n'est pas à jour, on aura sûrement des failles qu'on va pouvoir exploiter, et on voit donc le nom de domaine global. On voit que le SMB est activé, on va pouvoir faire de l'énumération, et on voit que malheureusement le SMB est mal configuré. Il autorise la connexion avec un compte blank, donc vide. On va voir si on peut pas exploiter cette faille également. Donc c'est parti. On va commencer tranquillement. On va d'abord commencer par résoudre via notre serveur DNS principal sur notre machine Parrot. Donc là, on va éditer le fichier etc host. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais vous montrer. Faites 4 etc. D'accord, tu veux pas? C'est pas gentil ça. Ok. Donc vous ferez un sudo nano etc host et il faudra rajouter ces deux lignes pour pouvoir résoudre le domaine. Donc le premier nom de domaine, c'est le fuse.htb et ensuite le sous-domaine, toujours même adresse IP, fusefabricorp.local. Si vous êtes dans Nano, vous faites CTRL O pour bien sauvegarder le fichier, CTRL X et après vous pouvez faire un 4 etc host pour vous assurer que ces deux nouvelles lignes viennent d'apparaître dans votre fichier host. Une fois qu'on est là, on va aller sur la machine puisqu'on a vu que le port 80 était ouvert, ce qui est plutôt intéressant pour nous. Voilà. Et là, on va passer en HTTP. On va pas besoin de mettre l'adresse IP vu qu'on peut résoudre et on va mettre fuse.htb. Donc comme j'ai déjà fait l'exercice, voilà, on se retrouve là-dessus.
Donc, comme je vous ai dit, Nmap révèle un contrôleur de domaine sur le domaine FabriCorp local. On voit bien qu'on est bien sur le domaine FabriCorp local et qu'on arrive sur le serveur d'impression qui s'appelle Papercut Print Logger. On voit qu'on accède à différentes dates, sûrement des dates d'impression, avec des fichiers Excel et la possibilité de voir. Donc là, déjà, on va faire du renseignement. On va noter tout ça tranquillement dans un petit fichier, toutes les informations qu'on récupère. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Je vais rendre un peu plus transparent ça. Voilà, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on va se créer un répertoire de travail. Donc moi, je suis dans mon répertoire Home Saltimbanque. Je vais faire un sudo mkdir pour créer le fichier fuse, le dossier fuse. Pardon, autant pour moi. Ah merde, fuse HTB. Ouais, je l'avais déjà créé pour la première fois. Donc là, je fais un petit cd fuse HTB pour me retrouver dans mon répertoire. Et là, on va éditer un fichier sudo nano qu'on va appeler infotexte. Et on va regrouper toutes les informations qu'on a. Donc qu'est-ce qu'on a? On voit que on a déjà des utilisateurs. Donc j'ai apparemment un utilisateur qui s'appelle Pemerton. J'ai un autre utilisateur qui s'appelle T-Lavel. Donc on va mettre aussi les machines. Donc on voit en effet que le client, c'est le nom de l'ordinateur qui a lancé l'impression. Donc là on voit notamment qu'à 17h50, l'utilisateur Pemerton a imprimé une page, une copie sur un nom d'imprimante. Très intéressant. Déjà là apparemment l'imprimante est utilisée. Et on voit que sa machine s'appelle Jump 01. Donc là, pour Pemerton, on sait que sa machine, elle s'appelle Jump 1. Jump 01. Pour notre ami Telavel, sa machine, elle s'appelle Lunk 015. Ok. Et on a vu qu'on a un printer, une imprimante en réseau. Et elle s'appelle LHP MFT01. Ça a l'air clairement d'être une imprimante sous Windows, vu comment elle est nommée. Donc parfait, on va continuer à regarder les autres pages. Donc ça, on a fait le premier, c'est bien ça. On passe deuxième impression. Là, on voit que l'utilisateur S. Thompson a fait 3 impressions. Donc lui, c'est S. Thompson. Et lui, sa machine, elle s'appelle donc 019, pardon. Ok, on voit que c'est toujours la même imprimante. Donc apparemment, il n'y a qu'une imprimante en réseau qui permet de faire des copies, des impressions pour l'ensemble des utilisateurs. On voit qu'on a un autre utilisateur, parfait. Donc vous voyez là, on récupère bêtement, hein. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller chercher les infos, c'est du renseignement, pur et dur. Et on voit qu'on a un administrateur. Ok, parfait. On va les mettre là. Administrateur, bah lui, il se connecte à la machine Fuse, carrément. Il se prend pas la tête. Et notre ami Biult, lui, c'est laptop 07. Voilà, je sauvegarde, CTRL-O, CTRL-X, je pars, je clean. Alors, donc on voit que c'est le serveur d'impression, et si je regarde bien, en fait, je me balade un petit peu, c'est assez bête, mais il y a peut-être un administrateur, en fait, qui a fait une grosse boulette, et je me suis rendu compte de ça. C'est que là, on voit un document Office Word qui s'appelle FabriCorp 01. On voit qu'on est bien sur le domaine FabriCorp. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas S. Thompson qui aurait imprimé pour tous les autres en fait le mot de passe du contrôleur de domaine pour l'afficher quelque part dans le bureau de l'entreprise? C'est une supposition. Pour l'instant, on n'a aucune preuve.
Donc voilà, c'est peut-être il fait partie du groupe IT, des administrateurs ou de ceux qui viennent réparer, installer le matos, les imprimantes. Et peut-être que le gars qui travaille à la supervision et à l'administration du matos dans l'entreprise a imprimé le mot de passe du contrôleur de domaine. Alors là, on va voir, on va faire une énumération, on va faire une attaque qui s'appelle Passport Spray et on va utiliser un logiciel qui s'appelle CrackMac Exe. Donc on va se lancer une autre petite fenêtre où je vais revenir sur mon truc tranquillement. Voilà, on va revenir là-dessus. Je vais le remettre plus sombre. Voilà. Donc là, on va se rentrer la commande. Donc CrackMap. Si vous l'avez pas, vous le téléchargez sur GitHub ou vous faites un sudo apt install crackmap exec. Et c'est peut-être dans le repository sûrement de Kali Linux ou de ParrotOS. Donc c'est du SMB parce qu'on a vu que le CMB était ouvert. On rentre là cette fois-ci l'adresse IP de la machine, c'est 10.10.193. Là on va mettre le nom de domaine. On a vu que c'était Fabricorp. L'utilisateur. Et là il va nous falloir en fait euh, un fichier avec tous les utilisateurs. On va le créer. Déjà on va enregistrer la commande. Ce sera fait. On va l'appeler usertext et on met le nom, le mot de passe. Donc on va voir si c'est bien l'intuition que j'avais et que Fabricorp 1, et ben ça serait pas le nom par hasard de domaine de l'entreprise. Donc là ça plante forcément puisque qu'est-ce qu'il me dit en plus? Runtime Green, Indicator Incompatibilité, Sofronas Bootstrap. Ah bah si en plus il plante alors c'est classe. Bon on va voir. Déjà on va faire un 4 et on va faire notre info. Voilà. Donc je vais prendre tous ces utilisateurs. Et là, je vais pas me prendre la tête. Je vais faire un echo. Merde. Je vais faire un sudo nano users.txt. Voilà. CTRL X. Ok. Là, je vais relancer ma commande. On va voir si ça passe. Donc apparemment, il y a un problème avec Python. C'était trop beau. Donc là, je vais pas régler le problème tout de suite parce que ça veut dire que il faut que j'installe. Apparemment, il y a des incompatibilités avec le PObject. Bon, on va pas se prendre la tête. On va faire autre chose. On va utiliser autre chose. C'est pas grave. Faut pas se laisser abattre dans la vie, comme on dit. Donc là, on a fait notre port scan. On a vu que c'était une imprimante, serveur d'impression. On va essayer d'abuser du SMB. Donc on va en fait utiliser Sioul, qui est vachement utilisé pour faire des word lists. On va faire une attaque par dictionnaire. Dictionnaire en anglais word list. Donc Sioul, ça permet de récupérer le code source du site web et il va enregistrer tous les mots importants et il va nous créer un dictionnaire. Donc, on va pas se prendre la tête. On va utiliser notre ami Sioul. Et donc, il s'utilise ainsi. Donc, c'est Sioul. On va appeler le fichier password. Ouais, on va pas se prendre la tête. Hein. Password.txt. Hop, ça c'est les paramètres que j'utilise tout le temps. M1, c'est pour faire la différenciation. Le nom de domaine. Donc on sait qu'on est sur http fuse.fabricorp 0 point local, pardon, j'allais dire des bêtises. Donc là en fait, hein, je fais exactement que recopier. On va à l'index, voilà, je recopie cette adresse-là. Logs, et à partir de là, Sioul va nous générer
un dictionnaire pour pouvoir attaquer, faire du brute force hybride avec une attaque par dictionnaire. Index.html. Enfin, c'est du HTML. Ah non, c'est HTML, c'est pas du HTML. Faites pas la bêtise. Ok. Alors, j'ai oublié de faire sudo comme un âne. Ok, on fait un ls. Maintenant, on voit qu'on a un fichier password qui a été généré par Sioul. Et voilà, tous les mots qu'il a trouvés, lui. Et on va voir si on peut pas générer, comment dire, euh, on va lancer l'attaque à partir de ce dictionnaire. Pardon, excusez-moi. Donc là, je me rends compte que j'ai fait une petite connerie. J'ai dû me tromper dans les paramètres. Je suis désolé. Euh, Parce que comme je l'ai déjà fait, je connais un petit peu le mot de passe en fait. Et je me pose la question pourquoi là ça n'a pas été généré. J'ai dû me tromper à un endroit. Donc c'est pas grave, je vais refaire une autre commande. Euh, Pourquoi ça n'a pas marché, je ne sais pas. Donc cette fois-ci, on va faire un M3W. Donc pour les arguments, allez sur internet, regardez à quoi ça correspond. Cette fois-ci, je l'appelle WordList. Et on est bien sur HTTP toujours fuse fabric local papercut, c'est le nom du logiciel logs HTML. Ah, j'ai oublié le with number. Ok, je viens de trouver ma boulette. Index.html. Donc vous voyez, quand vous utilisez un outil, c'est important de vraiment connaître tous les paramètres parce qu'il suffit que vous omettiez un paramètre. Là, en l'occurrence, moi, c'est le paramètre with numbers qui va nous donner en fait un dictionnaire beaucoup plus complet. Et j'oublie encore sudo. Ah, les fautes de débutant. Ok, Robin des Bois, il nous a fait le dictionnaire, LS. Cette fois-ci, on voit qu'on a un word list. Donc, on va effacer password, qui est pas le bon. Voilà. Pour plus de praticité, on va renommer word list en wordlist.txt. Sudo, bah ouais. Dyslexique en plus. Ok, je fais mon cat word list. Et là, vous voyez qu'on a bien plus de choses. Donc, on continue. On va se faire une petite attaque. On va voir. On va se lancer MSF console. Ah, mais en fait, c'est un message d'erreur. Pourquoi j'ai un message d'erreur? C'est quoi ce bordel? Pourquoi il arrive pas? Je vous dis, je fais n'importe quoi en fait. Pourquoi arrive pas à générer ça? The resource you are looking for need remove and change temporarily. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourtant, j'ai bien accès à la machine. Qu'est-ce qui me fait le pépère?
Donc apparemment il y avait un problème avec... ouais, ça prend beaucoup plus de temps là. Ouais, là on est bon. Cat word list. Voilà. Là on a nos. Parfait. Parfait. Donc ls du coup sudo rm wordlist.txt sudo mv wordlist en wordlist.txt msf console. Donc on lance Metasploit Framework et on a un scanner pour le protocole SMB Samba qui est très utilisé en entreprise pour relier, pour faire des partages réseau entre les machines macOS, entre des machines Unix, Linux, qu'elles puissent communiquer via le partage réseau. Ça vous monte une sorte de disque dur NAS ou SAN qui va permettre à des utilisateurs d'accéder à des ressources distantes dans une entreprise. Donc là, on va faire un search et on va chercher SMB login. Je sais pas s'il va me le sortir. Ok. Donc maintenant, on va faire un use pour l'utiliser. Auxiliary, autocomplétion avec tab, ça vous fera gagner du temps. SMB login. Ok. Réflexe, un petit show options tout le temps pour voir ce que vous faites et quelles sont les variables à définir. Donc là, on va programmer le scanner et on va modifier quelques variables. Qu'est-ce qu'on a? On a le passfile, donc déjà très très utile le passfile. On va en avoir besoin, c'est celui qui contient nos mots de passe. Le user file, on va l'utiliser, pardon, le user file, et on va utiliser le rhost parce que c'est la machine, on veut l'attaquer. Donc là, on va faire un set. Donc set, ça permet de modifier la variable. La variable qu'on veut modifier, c'est passfile. Et nous, on a vu que c'était wordlist.txt. C'est là où il y a tous les mots que nous a généré le dictionnaire Sioul. Que Sioul a généré le dictionnaire, pardon. Autant pour moi, j'arrive plus à parler. Ensuite, on modifie, on va faire le user file. Il y a 3 variables à modifier. Et là, le user file, on les avait appelés de mémoire, c'était user.txt. Ouais, user au singulier, ouais, c'est bien ça. 4 users. Ouais, c'est bien ça. Et ensuite, bah, la machine. La machine, on a vu on la résout par son nom, DNS. Donc on va mettre rhost au pluriel. Et là, ça sera fuse.htb. Ok, on refait un show option. Et là, on voit qu'on a bien modifié 3 variables. Donc la variable passfiles, elle est bien maintenant en wordlist.txt. On voit que le user file, bah, là il s'est pas mis. On a bien le rhost. Par contre, on n'a pas notre user files. Je comprends pas. Alors, sudo nano user.txt. Ok. Je vois pas où est le problème en fait concrètement. Qu'est-ce qui nous emmerde? Ok. Donc je vais faire un set sur le user file et je veux que ça soit user.txt. Ok, je refais un show option pour m'assurer que tout est bon. Ok, là on voit bien qu'il l'a pris. Bon, on n'a plus qu'à faire un run. Et là, ça va brute forcer, attaque hybride, force brute. Et ça va tester donc tous les utilisateurs qu'on a remplis dans le fichier user par le dictionnaire. Donc tous les mots qui ont été utilisés et peut-être avec un peu de chance un mot-clé. Je vous disais peut-être Fabric Corp 1, le document, c'était peut-être le mot de passe du contrôleur de domaine. Du coup, on va peut-être pouvoir trouver quelque chose qui correspond. Donc là, ça va tourner
On voit qu'on attaque sur le port 445 en TCP. C'est bien le port par défaut de Samba, du protocole SMB. Cher. Donc là, on est en train d'attaquer le partage réseau de la machine, du contrôleur de domaine. Et on va voir si ensuite, il n'y aurait pas un utilisateur ou plusieurs. Et voir ce qu'il en est, si on peut renseigner tout ça. Est-ce qu'on pourrait peut-être modifier le mot de passe pour usurper l'identité de l'utilisateur? On va voir. On va voir. Pour l'instant, on laisse tourner tranquillou. On se met pas la pression. Donc, vous voyez, là, il teste toutes les possibilités. Donc après, rien ne vous empêche de faire des word lists. Les hackers, ils utilisent des listes qui font parfois 50 terabytes. Donc il y a des centaines de milliards de mots de passe. Et on va les essayer un par un. Donc forcément, vous voyez, c'est plutôt lent. Le but, c'est de faire tourner le logiciel. On pourrait utiliser Hydra, qui utilise la carte graphique. C'est beaucoup plus rapide. Et après, ce que font les hackers, les Black Hat, dans la vraie vie, c'est qu'ils utilisent en fait des serveurs déportés. Donc c'est des data centers. Et en fait, ils vont scinder les tâches. Donc plutôt que scanner 100 000 mots de passe, eh ben, ils vont répartir sur 10, sur 20, sur 30, sur 40, sur 100 machines, peut-être une dizaine ou 1 million ou 100 millions de mots de passe. Comme ça, chaque machine calcule une partie des possibilités et après ils regroupent les résultats et ça leur donne parfois des accès sur des machines. Mais ça demande d'avoir du matos, ça demande d'avoir des connexions ou de payer. Il y a des sociétés qui vous louent leur centre de données pour pouvoir attaquer d'autres entreprises. C'est magnifique le monde capitaliste. Et donc, c'est bon. On voit que en effet, Fabric Corp 01 pour T-Lavel, c'est bien son mot de passe. Donc maintenant, on va utiliser SMB Client qui permet de se connecter. C'est un outil d'administration au SMB. Et je vais essayer donc F majuscule Fabric Corp 01 avec l'utilisateur T-Lavel. Ça, on va le laisser tourner en tâche de fond, tranquillement. On va voir ce qu'il trouve aussi. Et là, maintenant, on va se faire un petit sudo SMB Client avec L pour le nom de la machine. On sait que c'est le 10.10.193 et le grand U pour user, utilisateur. Et on veut T-Lavel. Ok. Je vais mettre donc Fabric Corp 01. Ok. Donc là, quand vous avez un NT status password must change, en fait, c'est que le compte utilisateur est pour l'instant verrouillé. Enfin, il n'est pas verrouillé. Il est verrouillé temporairement parce que le mot de passe a expiré. Donc, dès qu'on change le mot de passe, on va pouvoir utiliser le user T-Lavel. Donc, on va usurper son identité. Donc, on va essayer de changer le mot de passe. On va voir. On va faire un reset sur le mot de passe avec SMB PassVD. Donc c'est pareil, c'est un outil d'administration Samba qui permet de changer le mot de passe d'un utilisateur. Cette fois-ci, ça sera en argument "-r", le nom de la machine, le grand U pour utilisateur était Lavel. Donc il me demande l'ancien. C'est bien Fabric Corp 01. Et maintenant, je vais mettre par exemple Fabric Corp 11. Donc toujours, il y a une règle de séquence des mots de passe. Le mot de passe, il doit avoir une certaine taille et il doit avoir, là en l'occurrence, on voit qu'une majuscule et avoir deux chiffres. Et on voit que la longueur, c'est 11. 11 avec les deux chiffres. Donc on retire 2, on est d'accord? Ça veut dire 9 caractères. Donc il y a une majuscule, 8 minuscules et deux chiffres. Donc on va respecter bien ça. Donc je me prends pas la tête, j'incrémente juste les deux chiffres. On passe de 0,1 à 11. Donc F majuscule, Fabric Corp 11.
Je recommence une deuxième fois. Bim! On lui a fait les fesses. Pardon, on lui a fait l'amour. Donc le mot de passe là, il est changé. Donc ça veut dire que en théorie, on doit pouvoir se connecter avec l'utilisateur T-Lavel. Donc là, on va utiliser SMB Client. On va faire un point grand L pour indiquer le nom de la machine, le contrôleur de domaine sur lequel on veut se connecter via le protocole Samba. On rentre notre petit utilisateur qui s'appelle T-Lavel. Donc là, je rentre le mot de passe Fabric Corp 11. Bim. Donc, malheureusement, on voit que sur le partage SMB, il n'y a rien d'excitant. Vraiment rien. Pourquoi? Parce qu'il nous met SMB1 Disable No Workgroup Invable. Donc on voit qu'en effet, il y a l'admin, le remote admin, on a un partage sur le C2 points par défaut en réseau. On retrouve notre printer, c'est intéressant. La HP MFT01 qu'on avait vu tout à l'heure. On peut voir qu'on peut lancer des instructions IPC à distance. On a le NetLogon qui permet forcément de se connecter à un serveur ou à une machine Windows. On a le printS qui est le driver de l'imprimante et le Logon Server Share, le 6 vol. Le problème, c'est que notre ami T-Lavel ne fait partie d'aucun de ces workgroups, ces groupes de travail. Donc il va falloir trouver autre chose. Donc on va utiliser RPC Client, donc qui est un outil initialement développé par Microsoft pour faire des appels RPC. Donc comme je vous disais, euh, donner des instructions via Samba à des machines distantes. Il a été développé, il existe depuis 1996, donc ça fait un paquet de temps. Et beaucoup d'administrateurs système en fait ont écrit des scripts pour permettre en fait de gérer des serveurs Windows NT, des Windows serveurs, des clients à travers leur station de travail, soit Unix, soit Mac, soit Unix. Donc on va voir comment l'utiliser. Donc on va se faire un petit sudo rpc client. On va mettre le U. Cette fois-ci, le U, il va falloir mettre aussi le nom de domaine. On sait que c'est Fabric Corp. On met pas le 01. Slash, parce qu'on est sur un partage réseau. Ça veut dire qu'on travaille à la racine. On travaille à la racine, donc c'est le home, mais ça va être donc le répertoire utilisateur. On indique celui qu'on veut. Nous, c'était Lavel. Et ensuite, seulement, on indique l'adresse de la machine qu'on veut attaquer. Donc là, il va me demander... Oh putain. RPC Client dessus. Donc il me demande le mot de passe. Je le rentre. Donc là, malheureusement, j'ai changé le mot de passe et il veut pas que je me connecte. Donc il y a un petit souci. Donc on va revenir. Si ça marche pas avec un utilisateur, faut en trouver un autre. Donc là, il a terminé l'attaque par dictionnaire. Et ah putain, voilà. Je vois un success. Donc notre ami Behult, il utilise le même mot de passe que T-Lavel. Donc on va recommencer la procédure, on va réinitialiser son mot de passe. Cette fois-ci, on va mettre Behult. L'ancien, c'est le même, Fabric Corp 01. Et là, on va mettre Fabric Corp 03. Ouais. Fabric Corp 03. Ok, on essaye d'attaquer avec RPC Client. Cette fois-ci avec Behult. Ok, on est dans le système. Donc, on est dans RPC Client. On a une liste de commandes en fait qu'on peut utiliser. Il y en a une qui s'appelle enum dom user. Users. Donc, qu'est-ce que ça fait en fait? Bah, ça énumère tous les comptes qui sont présents sur la machine.
Et là, on voit qu'on a un compte administrateur avec son IUD, son RID aussi, on appelle ça, mais c'est le suffixe en fait de l'IUD. L'IUD, pour rappel, c'est un identifiant unique. Ça peut être par exemple 111, 1111, 4444. Là, le RID, il est en hexadécimal. C'est pour ça que vous voyez à la fois des lettres et des chiffres. On voit qu'on a un compte guest, invité. On voit qu'on a un compte KRB TGT. Ça, en fait, c'est le compte Kerberos. Kerberos, il vous crée un ticket TGT. Le ticket TGT va être échangé avec vous, le client, et ça permet de faire une pré-authentification. Ensuite, le ticket TGT que vous avez auquel vous avez répondu et repasse par l'AS, le serveur de sécurité, et part vers le service. Et le service répond au KRB, KDS, KSD, le centre, le serveur de contrôle en fait Kerberos. Et là, il va vous donner un jeton unique qui va vous permettre à la fois de vous connecter au service pour faire certaines actions sur le serveur et s'assurer qu'il n'y a qu'un seul utilisateur qui utilise ce token, ce jeton d'authentification. Donc ça permet de chiffrer, de crypter les communications et d'être sûr que c'est bien avec le bon service et la bonne personne, le bon client qu'on communique. On a le compte par défaut, on a un SVC print, ça c'est très très bon. Ça a l'air d'être le compte utilisateur de l'imprimante. On a Benilson qu'on a vu tout à l'heure, on a S. Thompson qu'on a vu tout à l'heure, on a T-Lavel, Pemerton qu'on a vu tout à l'heure. On a aussi un SVC scan. Donc ça c'est peut-être un scanner ou c'est peut-être un compte secondaire de l'imprimante en réseau. On a notre ami Behult et on a d'autres comptes. On voit qu'on a Deandros et Ember Batov. Apparemment, eux, ils n'ont pas fait d'impression sur l'imprimante. C'est pour ça qu'on n'avait pas encore leur mot de passe. Donc c'est plutôt intéressant. On va, on va essayer d'extraire tout ça à la limite. Je sais pas ce qu'on peut faire. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, on va extraire ça. Ça peut être toujours intéressant. Donc on fait un 4, RPC client. On va l'appeler users. Et puis TXT. Il veut pas qu'on me le lance, ce petit enfoiré? Allez, copier. Bon, au pire des cas, on pourra se connecter plus tard pour se reconnecter, on verra. On va voir, on va énumérer les privilèges déjà aussi de l'utilisateur. Donc pour ça, on utilise enum et là, c'est très intéressant parce qu'on a tous les privilèges auxquels a droit la machine. Donc, on va voir le 1, voilà. Load driver privilège, donc ça c'est très bon déjà, parce que ça nous permet de charger sur le serveur un driver qui est signé par Microsoft et on va pouvoir injecter un virus dans le pilote de l'imprimante pour prendre le contrôle de la machine et faire une élévation de privilèges. On a quoi d'autre? Et le impersonal privilege user, delegate session. Ça aussi très bon, ça va nous servir aussi. Donc je vous passe tous les détails, franchement, parce que c'est assez complexe et puis sinon la vidéo va faire 3000 ans. Mais on va voir si on peut pas aussi en fait énumérer euh, la machine et essayer de trouver le mot de passe sur l'imprimante. Vous vous rappelez que donc il y a l'imprimante, le service, l'application qui permet de faire l'imprimante en réseau, elle est sur le port 80 et on va voir si on peut, elle est pas enregistrée par hasard dans RPC Client. Donc là, on va faire une autre commande qui s'appelle enum printers pour énumérer toutes les imprimantes. Et bim, excellent. On retrouve bien, on voit qu'elle est connectée sur le 1010-193. Donc c'est bien une imprimante qui s'appelle bien en effet HPMTF01. Et ça nous donne le modèle. Et encore mieux, le mot de passe est enregistré dans RPC. Donc là, on a très clairement le mot de passe de l'imprimante.
Donc c'est un bon début. On va utiliser ça pour attaquer le compte de l'imprimante. Donc, pour rappel, il y a un truc qui s'appelle WinRM qui est installé sur les serveurs Windows qui permet de faire de l'administration en ligne de commande, en fait. Ça permet de faire plein de tâches et on va essayer d'usurper le WinRM via le compte de l'imprimante puisque on connaît son nom et on a maintenant son mot de passe. Donc on va sortir de là et puis là, bah, à la limite, on peut utiliser peut-être Metasploit qui a, qui a un scanner WinRM. On va faire ça. Donc on relance MSF console. Pardon, je vous dis des bêtises. On retourne sur notre MSF console. Merde, il est où? Ouais, autant pour moi. Donc là, on fait un exit. Merde. C'était back, c'était pas exit qu'il fallait faire. Bon, c'est pas grave. On relance. Et là, on va faire un petit search. Win RM. Et là, on voit que on a ligne 3, pardon, le scanner WinRM login. Et on voit que c'est le nom 2, puisque ça part à partir de 0. Donc là, au lieu de tout taper, genre use, auxiliary, scanner, WinRM login, on peut faire directement le petit 2. Donc là, vous mettez use 2. Bim, on arrive direct dessus. Réflexe, comme je vous dis toujours, show options. Montre-moi les options. Donc là, on voit qu'on a différentes options qu'il va falloir remplir. Alors, on va remplir. Qu'est-ce qu'on va remplir? Moi, je dirais blank password, on s'en fout. Bah, on a déjà le password, ça c'est sûr. Il va falloir le donner. On a la machine, on va le remplir. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Hum, hum. C'est vrai qu'il nous faut les noms. Il nous faut les noms. Donc là, je vais d'abord remplir ça. Donc on va mettre le rhost, cet rhost, avec l'adresse IP de la machine. On se rappelle que c'est 10, 10, 10, 193. Ensuite, on va rentrer le mot de passe. C'est le set password. Et maintenant, il nous faut un dictionnaire qui va contenir tous les utilisateurs. Donc ça, on va le créer. On va faire un anneau et puis on va de mémoire, hein, on va essayer de se les faire. Donc, euh, si on se rappelle bien, on va retourner là-dessus. On va récupérer tout ça. Ils sont où? Ils sont là. Fabrique BL, ouais. Hop, 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 hop. Je vais prendre tout ça. Je vais copier. Je vais faire un sudo nano. Je vais l'appeler user rpc.txt. Ok, je fais mon copier-coller. Maintenant, on va effacer. Ça va être un petit peu fastidieux, mais on va effacer tout ça. Ouais, j'aurais pu faire un cut en fait, utiliser cut qui me permet en fait de copier ce que je suis en train de faire à la main en fait. Je vous montrerai une prochaine fois comment utiliser cut, ça peut être vachement utile pour pas se taper justement à faire ça à la main. Parce que là encore on n'a pas beaucoup de lignes,
Mais si on avait 200 000 lignes, ça serait totalement impossible. Il faudrait utiliser cut qui vous permet de couper à l'endroit où vous voulez et effacer. Là, on lui aurait demandé d'effacer user avec les petites parenthèses qui n'en sont pas en fait. Pardon. Entre crochets. Pardon. Bon, là, on va faire à la main parce que je suis un petit joueur et je vous montrerai ça une prochaine fois. Là, ça sera une attaque très rustique, hein. Franchement, je suis en mode débutant, ça me connaît. Mais le but, c'est d'arriver à terminer, à faire ce qu'on a envie. Et là, on est en train de bien avancer. C'est plutôt cool. Voilà, je sauvegarde. Ok, maintenant je vais définir la variable. Donc on a vu que c'était set. Donc c'est le user file. Et on l'a appelé user underscore rpc. Merde. Et pas en majuscule, rpc.txt. Je refais un show option pour être sûr qu'on est bien. Apparemment là il m'a bien tout pris. Ouais, ça m'a l'air bon. On fait un exploit ou run. Les deux marchent. Donc voilà, c'est pareil, en brute force. Bim! On a notre login successful. On s'est connecté, donc on peut bien se connecter à WinRM cette fois-ci avec le compte de l'imprimante. C'était bien le bon mot de passe qui était enregistré dans le fichier RPC. Euh, Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être utiliser WinRM pour se connecter. On va voir si je l'ai d'ailleurs. Donc, on va enregistrer notre mot de passe. On sait que c'est le bon. Oh merde, il faut que je prenne le dollar, sinon ça va pas le faire. Copier. Donc, on reswitch. On reswitch, on reswitch. Pop, 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 pop. Clear. Allez. Donc là, je crois que j'ai tout effacé en plus. Je suis trop con. Est-ce que j'ai mon fuse? Allez. Ah ouais, non, j'en ai un. Exit. On va réouvrir. Petite page. Donc là, on va choper Evil WinRM. Donc c'est en fait la version militarisée, méchante de WinRM, qui est utilisée, comme je vous le disais, par les administrateurs Windows. Sauf que celle-ci, en fait, elle a des payloads, elle a des scripts qui permettent, en fait, donc de prendre le contrôle et de faire différentes attaques qui sont par défaut pas possibles. Donc ça va permettre de charger en mémoire des scripts PowerShell, de faire des bypass, donc de contourner les antivirus, de charger des objets C en C Sharp, pareil pour contourner les antivirus. Donc ça c'est ce qu'on appelle de l'offuscation, de l'évasion, parce qu'on essaye de s'évader des systèmes de protection. On va pouvoir générer des payloads, contourner le système de sécurité Windows serveur MC, oui, ça gère le Kerberos, ça permet de faire des attaques passe de hache, bref, ainsi de suite. Donc on va se le choper tranquillement. Hop, on va cloner le repo. On va se réouvrir un petit bazar. Un petit terminal, s'il te plaît, tonton. Ok, je vais le cloner à la racine dans mon home. Sync clone. Hop, alors. Alors là, on va voir si je peux attaquer directement à partir des villes DRM.
Ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé, donc un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Donc j'ai mon nmap. Ouais, c'est des villes. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est du Ruby. Donc c'est le langage de programmation Ruby. Donc en théorie, je vais quand même faire un chmod plus X pour me donner les droits d'exécution sur le script. Je fais un petit ls, un petit la, pardon, ou un lsla si vous n'avez pas le raccourci sous parrot. C'est bon, on voit que je peux l'exécuter. Donc pour rappel, hein, c'est toujours administrateur, c'est-à-dire moi, je suis le root. Ensuite, les droits, là on voit que exécution et lecture, c'est saltimbanque. Et le dernier, c'est la personne lambda. Donc vous, quand vous allez uploader un fichier sur une machine à pirater, vérifiez que vous avez bien le read, le write et l'exécution. Donc là, ce que je peux faire à la limite, pour vous montrer, c'est faire un sudo chmod. Et là, le plus simple, c'est faire read, write, donc lecture, écriture, exécution sur le script qui s'appelle evil winrb.ruby. Et là, quand je fais mon là, voilà, on voit que, bah non, il n'y a que le read et le write. Donc on va faire un sudo chmod 7777. Donc ça c'est en octet. Je vous passe, allez voir chmod comment ça fonctionne pour comprendre un petit peu. C'est pas très compliqué. En une vingtaine de minutes, vous aurez compris comment l'utiliser. Et c'est une commande chmod pour s'octroyer ou dénier les droits sur un fichier ou un répertoire. C'est sous Linux, c'est vraiment la commande à maîtriser. Voilà. Là, on voit que tout le monde a les droits. Et quand il y a une petite barre, ça veut dire que c'est un fichier. Tout ça, c'est des fichiers. Là, je vois un D, c'est directory. Je sais que, en effet, je suis dans l'arborescence sous arborescence. Donc, c'est bien un dossier. La ressource, c'est un dossier. Et pour vous aider, Parrot, color en bleu, je sais que dès que c'est bleu, c'est un dossier. Dès que c'est vert, c'est que c'est un fichier. Mais la différence entre les autres, c'est que c'est un fichier où j'ai tous les droits. Tout le monde a les droits. Il passe en vert automatiquement. Donc connaître les couleurs après, c'est vachement utile. Bref, passons. Donc là, je peux utiliser mon petit Evil RM. On va essayer de l'utiliser. Donc, ok. Donc il nous donne plein d'arguments. En effet, il nous dit il manque deux arguments, l'adresse IP et l'utilisateur. On va essayer de lui fournir ça. Donc, on y retourne. On va mettre U pour utilisateur. On sait que la machine elle s'appelait SVC Print. De mémoire, hein, vous vous rappelez, il y avait un SVC Scan et un SVC Sprint. P, là c'est le mot de password. Donc là, oh merde, je l'ai plus, non, les boules. Je le recolle. Ok. Donc c'est entre simple quote, simple guillemet. Mettez pas double guillemet, ça risque de pas marcher. -i pour la connexion, la machine qu'on veut. Et là c'est 193. Et là on voit que bim, on a un accès, un shell sur la machine. En plus c'est un shell WinRM. Donc c'est encore plus costaud. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des choses, des petites saloperies. Donc là, petit réflexe, on va faire un coup à mail. Et on voit que il y a pas mal de monde qui est connecté et il y a bien du NT Authority. Le but, nous, ça va être de devenir admin du contrôleur de domaine. Donc là, on est connecté avec le compte local euh, sur le contrôleur de domaine euh, avec le compte de l'imprimante, SVC Print. Et ce qui est super intéressant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a en enable toutes ces variables en fait. Et ça, on a surtout le load driver privilege. Donc, comme je vous ai dit, l'imprimante en fait, vu qu'on a le compte euh, de l'imprimante locale, qu'on est connecté maintenant sur le contrôleur de domaine, on va pouvoir en fait récupérer
Un driver en fait qui était à la base pour le jeu vidéo. C'est Capcom qui l'a sorti, sauf que ces ingénieurs ont codé ça un peu à l'arrache. Il y a des failles. Et le code, l'avantage, c'est qu'il est signé par Microsoft. Donc en fait, tous les hackers se servent de ce driver Capcom et le modifient à leur sauce pour pouvoir injecter du code malicieux. Donc surtout, si vous voyez un jour sur votre machine Windows un Capcom avec un C majuscule .6 qui tourne, c'est qu'il y a un gros souci. C'est que on vous aura hacké, pour info. Et pour l'anecdote, voilà, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir qu'on lance l'exploit final. Donc il va falloir qu'on compile à partir de trois fichiers. Il y a le upload driver, l'exploit Capcom exe et le Capcom.6. Donc déjà, nous, on va retourner sur notre ami MSF console et on va créer une charge virale. Déjà, tranquille, pour ouvrir un reverse shell. Donc on va utiliser MSF Venom. On n'a même pas besoin d'aller dans MSF console. On va clear et on va dire, bah déjà on va prendre mon adresse. Donc nous c'est le tunnel, hein, tunneling, on est en VPN, hein, c'est pas celle-ci, hein, ça marchera pas. On prend la 10.10.14.130. Donc là on va via MSF Venom charger le virus, créer la charge virale, le payload comme on l'appelle, la charge utile. Donc ça sera un méterpréteur. Le méterpréteur ça permet d'ouvrir une connexion sur la machine distante. Et là, on va faire un reverse TCP. Ça, c'est ce qu'on appelle un reverse shell. L'avantage, c'est que ça contourne les pare-feux, puisque c'est pas l'ordinateur qui demande à la machine d'ouvrir un port, c'est la machine piratée qui ouvre elle-même le port vers l'extérieur pour communiquer à la machine du hacker. Et très souvent, les pare-feux bloquent les communications incoming, entrantes, mais pensent pas à bloquer parfois les connexions sortantes, puisque la machine, elle veut aller sur Internet, elle a besoin de communication sortante avec le pare-feu, avec le routeur, pour pouvoir communiquer avec Internet et consulter et faire ce qu'elle a besoin. Donc, je me perds. De mémoire, c'est le host. Ensuite, on va mettre notre adresse, comme on l'a dit, 14 130. Ensuite, il faut indiquer le L-port. Le L-port, c'est donc différencier tout le temps le L-host avec le R-host. Le L-host, c'est tout le temps la machine d'attaque. C'est celle du hacker, c'est la vôtre. D'ailleurs, j'ai fait une grosse faute d'orthographe. Ça va pas marcher. Et le L-port, c'est le port qu'on veut choisir. Là, je sais pas, je vais prendre, je sais pas, 9999, par exemple. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. Par contre, il faut pas qu'il soit utilisé par votre machine. Pour ça, je vous conseille de faire un netstat, de regarder les ports qui sont ouverts en écoute sur votre machine et d'utiliser un port qui n'est pas utilisé. La logique. Donc là, moi, je vais lui demander 9999 par exemple. Ensuite, le type qu'on veut, ça sera un exe. Et ensuite, on reroute vers la sortie. Et là, on va mettre le nom. Je vais l'appeler, on va l'appeler virus.exe. Allez, on va se prendre la tête, hein, ça sera. Donc pareil, tout le temps sudo. Putain, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. J'ai oublié, je suis désolé. La leçon. Comment ça, sudo MSF Venom, permission non accordée? Comment ça, permission non accordée? Toi, t'es un ouf, toi. Comment ça, permission non accordée? Je vais te taper, toi. Attends. Et comment ça, permission non accordée? Page. Virus.exe, ouais. Ok, si je l'appelle virus, ça le fait. Pourquoi j'ai un permission non accordée? L-host, c'est bien ça. L-port, c'est bien ça. F.
Alors, je vais essayer de trouver la solution. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux plus utiliser? Putain, j'ai mis à jour mon Windows, ça doit être ça. Donc on y retourne. C'est moi qui ai fait une erreur en fait. Il fallait que je spécifie l'output, donc avec le tiret O. Ce qu'on va faire maintenant. Alors, donc on a notre session et le WinRM sur le contrôleur de domaine. Maintenant on va créer le payload. Il est où ce petit salaud? Ok, il est là. Je vais vous le mettre. Donc, en fait, ce que j'avais oublié concrètement, j'avais oublié de préciser que c'est du 64 bits. C'est très important puisque sur des machines Windows Server, notamment le contrôleur de domaine qui est un Windows Server 2016, on va pouvoir utiliser la faille en spécifiant un driver et le interpréteur qui marche que sous 64 bits, puisque le payload, le driver est codé en 64 bits. Donc il faut bien le préciser. Et voilà, au lieu de mettre donc l'export, le std out, je mets un tiret O comme output, sortie, et je précise moi mon répertoire. Donc on est dans home saltimbanque, et je veux que le virus s'appelle virus.exe. Donc je vais faire entrer. Et là, ça y est, on voit qu'on a notre payload. Pardon, qui est là. Alors, il est où ce petit salaud? Virus.exe, 4. Bon, là, c'est encodé, mais c'est bien un programme DOS. Et en gros, donc ça va faire un appel à la ligne de commande et permettre l'escalade de privilèges via le driver et nous ouvrir une session. Donc ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'il faut maintenant compiler le code pour, pour entre guillemets le driver. Donc là, le plus simple, je vous montrerai une prochaine fois comment le compiler, sinon la vidéo va durer des heures. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer déjà ces fichiers qui sont pré-compilés. Donc on va prendre ça tranquillement, on récupère tout ça. Donc je vais faire un petit hop, copy link location, je vais mettre sur mon bureau, voilà, ls, et on va télécharger tout ça via wget, un petit wget, voilà, ok, parfait, on continue. Donc maintenant, on a nos fichiers, on va s'ouvrir une petite session, comment dire, Python. On va héberger un serveur HTTP. Donc deux possibilités. Soit vous mettez http.server avec le port, soit peut-être plus simple à retenir, vous tapez tout simplement simple. Donc c'est en camel case, toujours majuscule http serveur. Et là, il l'ouvre automatiquement, il va choisir le port. Il choisit le port 8000, parfait. On sait qu'on pourra télécharger à partir de notre machine locale le 0000, donc c'est le loopback, le 127.001, c'est pareil. Donc là, on est en train d'héberger localement un serveur sur le PC du hacker. Maintenant, il va falloir récupérer ces fichiers. Donc la dernière fois, je vous ai montré comment récupérer ça avec certutile. On va faire le premier avec certutile pour vous rafraîchir la mémoire. Et après, vous allez voir que on peut utiliser wget, qui est limite plus simple. Après, c'est à l'envie, hein, c'est en fonction. Donc certutile, on va voir s'il est là. Il est là.
Donc on va faire un cert utile. On va mettre Earl Cache. Le F, on donne la destination entre parenthèses. Je crois que c'est des doubles cotes. Je sais même plus. HTTP. Donc la machine, moi c'est 10, 10, je sais même plus. 10, 10, 10, 10, c'est quoi on est donc, if config. Donc je suis en 10, 10, 14, 130. 10, 10, pardon, 10, 10, 14, 130. Ensuite, les deux points, on a dit que c'était hébergé sur le port 8000, slash slash. On veut récupérer quoi? On veut récupérer le fichier, par exemple, EOP load driver, EOPOL, EOP load driver, que je fasse pas de bêtises, il y a 2D. Point, exe. Et on veut qu'il s'appelle EOPOL load driver. .exe. L'URL est invalide. Pourquoi elle est invalide? Ah oui, putain, je fais une connerie. Là, il y en a qu'un. Et là, il y en a deux. Et là, on voit qu'il récupère bien le get. Donc, on récupère bien notre fichier. On peut faire un dir. On voit qu'on a bien récupéré ça. Donc là, le truc, en fait, donc là, c'était juste pour vous montrer, hein, vous rappelez comment récupérer avec cert utile, comment on peut récupérer un fichier du PC du hacker pour l'uploader vers le serveur. Maintenant, on va, en fait, regarder un truc, dire, on va faire desktop, dire, et un type user, et voir ce qu'il nous raconte le monsieur. Donc là, bim, c'est mon premier flag. Ça, c'est le flag compte administrateur local. Je le copie. Je vais retourner sur ma machine Hack the Box. Oui, si tu veux bien, si t'es gentil. Ok. Je sais pas si je pourrais le remplir. Comme la machine est déjà terminée, je sais pas si je pourrais le faire encore. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pour vous montrer. Login. Ok, on va aller. Machine. No. All. Machine retirée, donc à mon ami. Je pourrais pas mettre le flag pour gagner des points, mais honnêtement, je m'en fous complètement. Ah si, peut-être. Ok. Donc le own user, je vais rentrer le hash. Je vais mettre la difficulté. Honnêtement, pour moi, c'était plutôt 7.